Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Le Congrès pour la liberté de la culture s'est réuni la semaine dernière à Paris. Issu du Congrès qui s'était tenu à Berlin en juin 1950, cet organisme a maintenant des secrétariats établis à Paris, Francfort, Berlin, New York et Londres. Il est en liaison avec un mouvement parallèle formé à New Delhi. Le Congrès pour la liberté de la culture se propose de lutter contre le totalitarisme sous toutes ses formes. Il a décidé notamment une série d'actions contre de récentes atteintes à la liberté de la culture survenues tant à Berlin qu'en Amérique latine. Mais pour les hommes d'aujourd'hui, étreints pour la plupart par le poids de la misère et la peur de la guerre, la liberté est-elle encore une notion valable? La liberté peut-elle encore susciter, comme jadis, comme naguère, l'enthousiasme ou la colère populaire? C'est ce que nous demandons à quelques-uns des protagonistes de ce congrès. Autour du micro sont réunis l'écrivain polonais Józef Czapski, auteur de Terre inhumaine, l'essayiste anglais John Law, le philosophe suisse Denis de Rougemont, Georges Altman, rédacteur en chef de Franc-Tireur, et Raymond Aron. Raymond Thévenin va mener le débat. Messieurs, la question que nous posons ce soir peut paraître étrange au pays des immortels principes. Est-ce que la notion de liberté, l'idée de liberté est passée de mode, ou est-ce qu'elle est susceptible de réunir encore les hommes et de les faire agir? Raymond Aron. Quand nous avons fondé ce mouvement, nous nous sommes naturellement posé la question. Est-il encore de bon ton de se réclamer aujourd'hui de la liberté, ou peut-être plus précisément, a-t-on une chance de séduire les masses en parlant de la liberté de la culture? Et les pessimistes répondraient, je dis tout de suite que je ne suis pas de leur avis, mais je veux jouer pour commencer l'avocat du diable, les pessimistes répondraient, les hommes désirent aujourd'hui passionnément deux choses, la sécurité sociale et la paix. Or, tous ceux qui parlent de liberté sont suspects de mettre au deuxième plan soit la sécurité à l'intérieur, soit la paix entre les nations. Moi, je pense qu'en effet, l'idée de la liberté peut paraître périmée à ceux qui en jouissent et qui n'en ont jamais été privés, mais je reprendrai volontiers le mot d'un des premiers martyrs de la liberté, du grand socialiste Matteotti, une des premières victimes du fascisme mondial, qui disait « La liberté, c'est comme l'air qu'on respire, on ne s'aperçoit qu'on en est privé que lorsqu'on a la corde au cou, et puisque nous avons le plaisir et la joie émouvante d'avoir parmi nous un de nos camarades polonais, le professeur et l'écrivain, l'artiste et l'écrivain Czapski, n'est-ce pas, qui a su lui-même, dans sa chair et dans son âme, ce que c'est que la privation de liberté, je crois qu'il pourrait justement nous dire ce qu'il en pense de la liberté. Józef Czapski. Je pense que si on a vécu quelques années en Russie soviétique, ou même si on a vécu dans les pays satellites d'aujourd'hui, il est vraiment difficile de comprendre qu'on puisse discuter ce problème. Là-bas, on sait très bien ce que c'est le manque de la liberté. Et tous les gens qui viennent de là-bas et qui viennent ici s'étonnent que le mot liberté, qui est là-bas réalité, un rêve tout à fait réel et concret, un désir, devient ici presque une phrase. Denis Rougemont. Je voudrais revenir à ce que disait Georges Altman tout à l'heure. On ne se rend compte du prix de la liberté qu'au moment où on en est privé, comme l'homme ne se rend compte de l'air qu'il respire qu'au moment où on lui passe la corde au cou. On nous dit depuis très longtemps que nous ne jouissons ici en Occident que de liberté formelle. Et on nous promet de l'autre côté des libertés réelles. Je voudrais tout de même qu'on crève cette baudruche une bonne fois. Je vois bien toutes les raisons pour lesquelles les hommes ici en Occident peuvent être fatigués de leur liberté ou même en avoir peur. Car ils se trouvent devant un monde qui est trop grand pour eux, où ils ne sont plus suffisamment soutenus et où souvent les libertés qu'on leur offre leur font plus peur qu'envie. Mais tout de même, nous jouissons en Occident d'un certain nombre de libertés dont il serait facile de dresser le catalogue, qu'on peut appeler formelles si l'on veut, mais si vous vous livrez à cette petite analyse, n'est-ce pas, des quelques libertés sociales, par exemple, que nous avons comme le droit de grève, le droit de changer de travail comme nous le voulons, nous nous apercevrons que finalement, ce que nos adversaires appellent des libertés formelles, ce sont celles que l'on a, et ce qu'ils appellent des libertés réelles, ce sont celles qu'ils n'ont pas du tout.
Si je me permets d'interrompre, Jean-Jacques je voudrais Mann. dire que nous sommes tous d'accord, malgré nos nuances de pensée, pour ce qu'on appelle le minimum vital d'une vie décente au point de vue économique, mais nous sommes d'abord et avant tout tous d'accord pour développer et pour conserver, pour sauvegarder le minimum vital des libertés. Oui, l'objection est connue, remarquez. Il s'agit de savoir si celui qui est obligé de passer par les conditions sociales pour vivre est libre. Tout le problème est là, et je crois que John Locke... Il me semble que les libertés essentielles sont des choses pour lesquelles il faut toujours combattre. Il y a des choses dont nous jouissons, comme la sécurité sociale, les choses comme les droits de l'homme, mais la liberté n'est pas simplement un don d'autrui, c'est quelque chose pour laquelle il faut toujours combattre. Si nous réussirons dans la tâche ou non, ce n'est pas même à nous de savoir. C'est une des choses où il faut combattre et espérer dans la bonté de la Providence pour savoir si nous avons la réussite ici-bas. Je voudrais Raymond continuer à faire l'avocat du diable. Vous me répondez tous avec beaucoup d'éloquence que de l'autre côté du rideau de fer, on a une pleine conscience de ce que signifie la liberté, et j'en tombe d'accord. Mais il y a une légère difficulté, c'est que de l'autre côté du rideau de fer, on ne peut pas faire propagande pour la liberté, car quand la liberté n'est plus là, on n'a plus le droit d'en parler, ou si on en parle, c'est pour appeler liberté ce que nous appelons absence de liberté. Par conséquent, il s'agit dans notre action intellectuelle et morale des pays où il y a encore la liberté. Et alors là, vous ne m'avez pas pleinement répondu, vous n'avez pas pleinement résolu le problème. Dans les pays où l'on a la liberté, admettons que ce soit l'air que l'on respire, est-ce que le mot liberté, en tant que terme de propagande, a une telle séduction sur les masses? Vous l'affirmez avec une telle énergie que j'ai l'impression que vous en doutez un petit peu. John Law. Non, si c'est un terme de propagande de masse ou non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas à fond. La question principale, la question de principe, c'est que la liberté est ce qu'il faut défendre pour nous ici. Alors, si ce n'est pas déjà un terme de propagande de masse, il faut que nous le fassions. Joseph Cassé. Je voudrais dire que moi j'en doute aussi quand je parle de la liberté en Occident. Parce que je pense que la liberté peut exister et avoir un sens quand elle est strictement liée au sens de responsabilité. Quand il y a une liberté dépourvue du sens de la liberté, du sens de la responsabilité, ça devient une pure anarchie qui démoralise tout le monde qui vit ici. Je ne suis Jean pas Altman. Tout de même aussi pessimiste que vous semblez l'être en ce qui concerne la diffusion de l'idée de liberté parmi les masses. Car tout de même, je me réfère à une expérience, enfin, que nous avons tous connue, Français et Européens qui sommes ici. Je me réfère à l'occupation nazie, à la plus grande menace qui est Vous dépassée. permettez que je vous interrompe? Oui, je vous en prie. L'argument n'est pas convaincant, car dans ce cas-là, nous étions privés de la liberté, sûr. et nous rentrions dans le cas des pays de l'autre côté du rideau de fer. C'est ça, mais alors ce que je veux dire, et c'est là où nous pourrions tomber d'accord, c'est que c'est au moment vraiment, encore une fois, où nous sentons la corde au cou, nous sentons la menace de suppression de toutes les libertés, que nous nous retrouvons tous dans la défense des libertés. Et peut-être sommes-nous en ce moment de nouveau dans un cas semblable. Denis de Rougemont. Moi, je serais assez de l'avis de Raymond Aron, n'est-ce pas? Je ne sens pas une force d'appel considérable actuellement dans le mot liberté. Je ne dis pas que c'est une situation satisfaisante. Mais pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, n'est-ce pas? La liberté fait plus peur qu'envie à beaucoup de gens. Reste une chose purement rhétorique. Et nous sommes presque, je dirais, dans un état de névrose par rapport à la liberté dans nos pays. Nous en avons eu trop, nous en avons abusé, nous n'avons pas une éducation qui corresponde à toutes les libertés qu'on nous offre. Et alors nous finissons par dire, comme tous les névrosés qui mentent, que nos libertés ne sont pas réelles. Puis j'ai l'impression surtout Raymond Aron. qu'il y a une grande question, et qui est la question décisive, c'est que tout le monde parle de paix, et avant tout de paix. Or, si on met la paix au premier rang, il n'est pas toujours évident qu'on puisse en même temps sauver la liberté. Et il y a une espèce de timidité ou d'anxiété de notre côté à dire un certain nombre de choses désagréables, c'est-à-dire que la défense de la liberté peut comporter des risques d'avoir à se battre. Or, si on dit aux gens, et les journaux ne cessent de le dire, que l'objectif suprême est la paix, ça devient très difficile de dire en même temps que l'objectif suprême est la liberté. Et je crois que nous nous satisfaisons un peu trop facilement actuellement
de cette formule. Quand on a perdu les libertés, on les défend passionnément. Ici, on n'en est plus conscient, mais il y a quelque chose de grave, c'est que la liberté est une expérience dangereuse et qui implique des dangers. La question est de savoir si on veut courir ces dangers. Ne croyez-vous pas que nous assistons aujourd'hui à une certaine déchéance de la politique par rapport au secteur économique et social? Et là, je reviendrai à ce que vous disiez au début, Raymond Aron. En effet, on défend beaucoup plus volontiers la sécurité sociale que l'idée de liberté. Sur le plan politique, c'est facile à voir. Il est facile de voir que les partis en France qui ont gagné le plus depuis la libération sont des partis qui se réclament d'une certaine justice sociale beaucoup plus que ceux qui se réclament de la liberté pure et simple. C'est peut-être la déchéance de la politique à laquelle vous faites allusion. Reste que les partis qui se réclament le plus de la justice sociale ne sont pas ceux qui en accordent la plus grande mesure quand ils sont au pouvoir. Ils se réclament de la sécurité, mais je ne suis pas sûr que dans l'Union soviétique, la sécurité individuelle soit supérieure à celle que nous connaissons. Je ne pensais pas au Parti La plus communiste. grande sécurité Jean qu'on Lot, peut savoir est la sécurité qu'on a dans une prison. Il ne faut pas oublier ça. C'est Denis de Rosemont qui Et je vient ne sais guère si j'aurais John jeté Locke. une idée purement philosophique dans un tel milieu, mais je crois qu'il faut considérer que la... Quand vous dites il faut se souvenir que ce qui est absolu, ce qui est profond, ce n'est pas l'idée de la liberté, ni l'idée de la sécurité, ni l'idée de la paix, c'est l'équilibre qui existe pour une existence pleine humaine. C'est l'idée qui existe d'un équilibre parmi les trois. Mais enfin, Jean-Jacques tout de Mann. même, La Rochefoucauld a dit que l'hypocrisie était un hommage que le vice rend à la vertu. Mais je crois que la liberté, l'idée de liberté doit avoir une résonance profonde encore dans les masses, puisque ceux qui sont parmi les partisans les plus acharnés pratiquement et réellement du totalitarisme basent toute leur propagande sur l'idée de liberté. Et vous voyez bien à qui je fais allusion. Les totalitaires, Oui, c'est clair. les staliniens en France réclament toujours, sont les principaux protagonistes de la liberté. Donc c'est que ce mot de liberté a gardé quand même une réelle et une profonde vertu. Et cette fois, c'est encore l'équilibre entre la liberté purement philosophique et politique et la liberté économique. Oui, nous revenons au même problème, évidemment. Denis de Rougemont. Il faudrait rappeler quelques-uns des grands mots, n'est-ce pas, des révolutions. La liberté ou la mort, d'abord. Il ne s'agissait pas de paix et de sécurité à ce moment-là. Et puis, le premier mot de la révolution russe. Mais de la seule partie de la révolution russe qui ait été vraiment révolutionnaire, qui n'ait pas été un coup d'État, c'était la révolution de mars, qu'on oublie. On nous parle toujours de la révolution d'octobre. Les ouvriers de Kronstadt, les marins de Kronstadt, se sont révoltés en criant « Nous voulons bien lutter sans pain, mais non pas sans paix, sans pain et liberté ». Maintenant, ne croyez-vous pas également que soit en conflit deux notions dans les civilisations occidentales modernes, c'est celle de liberté et celle d'ordre? Est-ce qu'elles sont en conflit, à votre avis, Raymond Ah, Aron? ça c'est Raymond Aron qui va répondre à ça, parce que Oui. l'ordre ça le connaît un peu quand même. La liberté aussi. La liberté aussi, mais bien entendu. Cela dit, l'équilibre entre l'ordre et la liberté est un de ces équilibres que l'on réussit à la perfection dans les classes de philosophie de tous les lycées de France en fin de cours. C'est un sujet parfait pour la virtuosité dialectique du professeur. Dans la réalité historique, c'est un peu plus compliqué. Ah, le problème est plus grave. Parce que si nous prenons les choses aujourd'hui, il est très vrai que l'acceptation de la liberté, c'est-à-dire la liberté pour les individus de protester, pour les individus de s'organiser, de faire entendre leurs revendications, de se grouper en partis, aboutit à un tohu-bohu, à une clameur de propagande contradictoire et de conflits entre les groupes qui, de l'extérieur, ressemble souvent à du désordre, et même quelquefois aussi de l'intérieur. Et il est certain que n'est pas donné immédiatement un ordre viable en même temps que la liberté des groupes de se disputer. Je disais un peu en plaisantant que quand on a eu libéré les peuples en Europe à l'ouest, nos grands protecteurs sont arrivés et nous ont dit « Et maintenant, disputez-vous ». Eh bien oui, nous nous sommes bien disputés, et c'est une partie de la démocratie, ça ne donne pas automatiquement un ordre stable. Altman va m'expliquer que je suis un sombre fasciste. Non, pas du tout. Je répondrai simplement Jean-Jacques Mann. que dans une certaine mesure, je préfère un certain désordre à l'injustice majeure qui consiste à priver, au nom de l'ordre, les gens des libertés élémentaires et fondamentales. Et je crois que Là-dessus, je suis d'accord. Raymond Aron sera d'accord avec moi, encore qu'il soit très difficile de limiter les libertés. On tombe dans les censures, on tombe dans les différents contingentements de la pensée, de l'esprit, etc. Je suis toujours très méfiant vis-à-vis de ça. Mais sans vouloir revenir au débat de la classe de philosophie dont parlait Raymond Aron,
est-ce que l'ordre et la liberté ne sont pas compatibles et est-ce qu'elles ne sont pas complémentaires? Georges Altman. C'est à Georges Altman. voudrais Denis dire quelque chose Rougemont. là-dessus. Adressé à notre secrétaire général. Je viens de surprendre nos deux amis français, Georges Altman et Raymond Aron, en plein péché d'esprit gaulois et doctrinaire, n'est-ce pas? L'un parlant de liberté et l'autre d'ordre. C'est ma faute. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit John Law tout à l'heure. Je crois que les Anglais, là, ont quelque chose à nous apprendre. Il a insisté sur la notion d'équilibre à maintenir. C'est une notion qui nous échappe trop souvent avec nos esprits latins. Nous aimons aiguiser les oppositions. Et je crois que la formule de la santé est tout de même l'équilibre, n'est-ce pas, entre les différentes facultés. Et non pas seulement la lutte. Oui. Je ne sais pas, si j'ose, John Law dans une classe de philosophie, jugée par les citations, si j'ose citer la littérature française, mais c'est le grand écrivain Boileau, n'est-ce pas, qui a dit « un beau désordre, c'est un effet de l'art ». Ah, Et je crois que je c'est suis quelque heureux chose qui s'applique à la politique aussi. Oui, reste à savoir quand on appelle le désordre beau. Mais enfin, pour revenir à la question sérieuse, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut un équilibre entre les deux. Malheureusement, nous sommes dans une période historique peu équilibrée, où les passions vont jusqu'à l'extrême du fanatisme. Et avec des passions fanatiques, on ne peut plus faire de démocratie ordonnée. Chapsky nous parlait tout à l'heure de la responsabilité, et c'est là la chose essentielle. Monsieur Chapsky. Je voudrais ajouter ici l'idée fixe qui me poursuit déjà depuis quelques mois. Si Denis de Rougemont, Raymond Aron, Altman discutent le problème de la liberté, et il semble quand même si compliqué de l'ajuster avec l'ordre, est-ce que ce n'est pas clair qu'il faut penser que la jeunesse doit être aussi ajustée aujourd'hui à ce problème? Elle doit vivre ce problème. Parce que si nous n'aurons pas de centre où cette jeunesse, de derrière le rideau de fer, qui a souvent perdu le sens de la liberté, est-ce que si nous n'allons pas la grouper, si elle ne va pas travailler entre elles pour créer une atmosphère de liberté et comprendre ce que c'est la liberté et la responsabilité, nous perdrons l'Europe parce que ce seront des phrases et des choses très sages de vieux intellectuels. Mais qu'est-ce que nous donnerons à la jeunesse? Denis de Rougemont. Si je m'excuse de vous interrompre, si je comprends bien, vous mettez en cause nos disputes que vous jugez vaines, et c'est bien cela, n'est-ce pas? Non, je veux seulement que Non, mais vous n'avez pas tort, hein, ces disputes que nous menons ici, elles devraient toucher les jeunes qui sont l'avenir. Et c'est grâce à ça que nous devons créer des centres de liberté pour cette jeunesse-là. Denis de Rougemont. Je voudrais tirer quelques conclusions très pragmatiques et pas du tout théoriques de ce court débat. Il me semble qu'on pourrait dire d'abord que la liberté, c'est un combat, comme l'ont dit Chapsky et John Law. Et elle se définit dans la lutte pour la liberté, n'est-ce pas? Ne perdons pas notre temps en définition philosophique. Elle se définit dans la lutte et sous la menace, que nous connaissons maintenant tous. Secondement, qu'il s'agit d'une éducation de la liberté chez nous, éducation qui a été fort négligée depuis 50 ou 100 ans. Il nous faut reprendre conscience des libertés réelles que nous avons, qui ne sont pas suffisantes, mais il nous faut surtout avoir conscience qu'elles sont la condition d'un progrès. Il y a un avenir chez nous. Il n'y en a pas là où les libertés sont muselées. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte, il y a une mystique qui masque ces faits. Mais nous avons certaines réalités de liberté qui sont le gage de notre avenir et d'un progrès et d'un espoir, et qui nous dispensent d'une mystique improvisée et synthétique. En troisième lieu, je voudrais revenir une fois de plus sur ce qu'a dit John Law. Je crois qu'il nous faudrait arriver à défendre cette notion que la liberté résulte d'un certain équilibre, qu'il nous faut non pas une liberté rhétorique, criaillante ou purement abstraite, mais une liberté que j'oserais appeler bien tempérée. En marge de la réunion à Paris du Congrès pour la liberté de la culture, Georges Altman, Raymond Aron, Joseph Chapsky, John Law et Denis de Rougemont ont dit dans quelle mesure, à leur avis, la notion de liberté pouvait encore susciter l'enthousiasme populaire. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française. Nous rappelons que les opinions émises à la Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment. Demain à 22h30, en parlant de la France avec le révérend père Michel Riquet.